Notre travail, c'est faire du beau. Et après, c'est aussi vraiment une fierté de voir pendant les défilés des couleurs qu'on a développées, tout ça. C'est vrai qu'on se dit, il y a des peaux qui sortent de chez nous, quoi, qui sont passées entre nos mains. En plus, le cuir, c'est une matière vivante. Donc du coup, ça change tout le temps. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Nos clients nous envoient du coup un morceau de tissu, un truc comme ça. Et nous, on va le reproduire, on va leur envoyer une peau pour validation. Et ensuite, notre peau va être validée ou pas, où ils vont nous dire là, celle-là, elle manque un peu de bleu, elle n'est pas assez vive, elle est trop comme ci, comme ça. Et après, on va leur envoyer une proposition qu'ils vont accepter et ça va être ça notre master en fait. Quand vous dites master, vous voulez dire une référence en fait ? Oui, c'est ça. C'est une référence, ouais. À Millau, nous avons rendez-vous à la mégisserie Richard. Exigence et qualité sont les maîtres mots de ces lieux, où la maison Chanel est actionnaire majoritaire depuis 2016. Reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication de cuir d'agneau haut de gamme, la mégisserie Richard se consacre à la maroquinerie, aux vêtements, aux chaussures et aux gants de luxe. Nous y rencontrons Sarah Frade, 28 ans, qui est déjà responsable d'atelier, spécialiste de la couleur et s'y sent pleinement à sa place. Sous son impulsion naissent les coloris parfaits, au plus proche des désirs des clients. Je m'appelle Sarah Frade, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis originaire de Villeneuve-sur-Lot, à côté d'Agen. Et je suis arrivée à Millau il y a 3 ans maintenant pour travailler ici. Je suis à la fois une scientifique qu'à la fois une artiste. C'est pour ça aussi que ce travail, c'est le travail de mes rêves, parce que ça allie les deux traits de ma personnalité qui font que j'aime réfléchir, me poser des questions et en même temps j'ai ce côté créatif. Après je suis dynamique, travailleuse, enjouée, toujours envie de faire quelque chose de mes mains. J'ai une formation chimiste, formulatrice à la base. Je me suis spécialisée dans la couleur au fil de mes expériences professionnelles. Et voilà, je suis arrivée là pour devenir responsable d'atelier. Donc pour moi c'était le travail de mes rêves, presque. On peut dire ça, je pense. Moi, du coup, ici, je fais un peu plus que coloriste, puisque je suis responsable de l'atelier, mais coloriste, c'est un métier où on développe des couleurs. En fait, notre travail, c'est de créer une couleur, du développement à la mise en production. Donc, ça veut dire qu'on va faire des essais, mélanger plusieurs couleurs primaires pour obtenir la bonne couleur que le client a choisie. Donc là, par exemple, si je vous demande la couleur pan, vous savez la faire ? En fait, les noms des couleurs, c'est très subjectif. Mais du coup, si vous voulez un bleu pan et que vous me donnez un modèle, je vais savoir reproduire exactement le même bleu que celui que vous voulez, en fait. Mais après, le nom des couleurs, tout ça, je vais pas savoir faire un aubergine. Enfin, je vais savoir faire un violet foncé, tout ça. Mais en fait, il me faut une référence. Nous, notre travail, c'est de reproduire, en fait. On n'a pas de décision sur ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire. En fait, je vais commencer ma journée par sortir les couleurs que j'ai à faire, les préparer, préparer mes mélanges. Si j'ai pas on appelle ça des sauces en fait, le mélange de pigments plus de résine qu'on va appliquer sur le cuir. Donc, si j'en ai pas de prête d'avance, je vais tout préparer. Et puis ensuite chercher, commencer à regarder si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut corriger. Je vais regarder aussi les productions de ma collègue coloriste. Du coup, dans l'équipe, on est 2 coloristes principales. Enfin, moi, je suis responsable de l'atelier. On a une autre coloriste qui s'occupe d'une autre machine et une autre qui fabrique plutôt du noir et certaines couleurs assez foncées
puisqu'on verra dans l'atelier, il y a 3 machines. Et donc une qui est vraiment dédiée à faire du noir ou des couleurs vraiment très foncées. Et donc du coup, je vais aussi regarder et l'aider à faire ses couleurs. On commence à envoyer et ensuite ça s'enchaîne. Comment est-ce qu'on devient responsable à 27-28 ans ? En fait, je faisais déjà coloriste avant, dans le tissu, mais je connaissais pas du tout le cuir. Enfin, j'avais jamais travaillé là-dedans. Et finalement, le hasard a fait qu'ils ont trouvé mon CV sur Internet de coloriste. Et en fait, je travaillais déjà pour une entreprise du groupe manufacture de mode, donc Chanel en fait. Et donc, mon ancien patron était content de moi. Et du coup, il en a parlé à Xavier. Et puis, en fait, voilà, je me suis retrouvée responsable par hasard. J'avais pas de formation ingénieur. Et comment cette passion pour la couleur est arrivée ? J'ai toujours eu un côté artiste créatif. J'ai toujours aimé faire de la peinture, faire des choses avec mes mains, rénover des trucs. Enfin, ça a toujours fait partie de moi. Et du coup, j'ai cherché un travail qui était un peu scientifique, vu que j'aime aussi la chimie, tout ça, les interactions de matière. Ça a toujours été une matière qui m'a plu à l'école. Et donc, du coup, un travail qui allie art plastique et sciences, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, quand j'ai trouvé ce métier, pour moi, ça a été vraiment pile ce que j'avais envie de faire, quoi. Vraiment un travail où on allie les deux, où il faut avoir l'œil aiguisé des couleurs et en même temps où il faut réfléchir aux interactions de matière, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre. On est sur la partie préparation, tous les produits qu'on va utiliser pour faire nos mélanges. Donc ce qu'on a sous les yeux là en fait c'est plein de tonneaux de tailles différentes avec des coulures de peinture multicolores et puis un immense évier, un immense lavoir. En fait, suivant la finition qu'on veut avoir, ça veut dire la brillance, comment ça va résister plus ou moins dans le temps, ou les résistances qu'on veut apporter, si ça résiste à la griffure par exemple. Pour l'intérieur des sacs, on va mettre des résines qui sont plus ou moins résistantes au cas où, par exemple, les clés ou les ongles griffent le cuir. Donc tout ça, en fait, c'est préparé ici avec différents mélanges de fonds. Tous ces pigments-là, on va réussir à faire toutes les couleurs possibles, quoi. Qu'est-ce que c'est une mégisserie en comparaison à une tannerie, par exemple ? C'est quoi la différence entre les deux ? Dans une tannerie, on va faire des peaux d'animaux plus grands, comme des bœufs ou des buffles, des cuirs assez grands. Tandis que dans les mégisseries, on va s'occuper vraiment des petites peaux. Donc comme nous, on fait que de l'agneau, on est catégorisé mégisserie. C'est juste la taille des peaux qui change, mais c'est exactement les mêmes opérations. Est-ce que quand on parle de cuir, on parle nécessairement de luxe ? Pour que ce soit fait en France, oui. Pour que ça soit fabriqué ici, c'est forcément du luxe, puisque on est sur des tarifs très chers pour le commun des mortels, c'est quasiment infaisable, quoi. Après, peut-être que pour les gens qui peuvent s'acheter des sacs de luxe, oui, mais c'est vrai que le commun des mortels ne peut pas forcément s'acheter un sac à 10 000 euros. Après, on peut vendre aussi des pots à l'unité à des petits fabricants, où là, peut-être que c'est plus accessible, mais c'est vraiment quand même pas notre marché principal du tout. Donc là, vous venez de mettre cette peau test dans une autre machine. Ouais. Ça s'appelle l'Uniflex. En fait, c'est une machine avec un cylindre qui chauffe et qui exerce une pression sur la peau. Ça va la rendre brillante. Ça va vraiment activer les propriétés des résines qu'on a mis dessus en la chauffant et en exerçant une pression dessus. Du coup, une peau avant et après, c'est difficile de l'expliquer du coup sans voir parce que c'est vraiment très visuel comme... Et moi, je peux le dire, ça la sublime en fait, en quelque sorte. On peut dire ça. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat ? Moyen. Je vais un peu corriger du coup. En fait, on voit que ma peau, elle est plus grise en fait que ce qu'il faudrait avoir. Je vais devoir la vivifier un peu pour casser ce gris. Donc là, comme je suis un peu gris et que c'est un beige, je vais rajouter un colorant un peu citron. C'est un jaune assez vif, un peu vert. Et je vais rajouter aussi une petite goutte de orange, je pense. C'est une partie extrêmement intéressante, ça, de devoir se rapprocher au maximum du master, en fait, pour trouver la couleur parfaite, la couleur adéquate. Ouais, c'est vraiment ça le métier, en fait, c'est ça. C'est trouver qu'est-ce qu'on peut mettre pour être vraiment parfait. 90% du temps, on y arrive. Et des fois, il y a des couleurs où on ne comprend pas. Ça va être très bien une journée, le lendemain, on va y passer des heures et des heures.
En fait, c'est vraiment un métier de patience parce que il y a des couleurs qui se passent très bien. En 2 corrections, ça va être pile poil dessus et il y en a d'autres, on va devoir faire 20 corrections, quoi. Du point de vue de la formation, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez fait quelles études, quel diplôme? J'ai fait l'IUT de chimie de Castres. Ensuite, j'ai fait une licence pro en formulation. Et ensuite, j'ai travaillé dans le papier. Après, j'ai travaillé dans la peinture. Et après, dans le tissu. Et en fait, quand j'étais dans le tissu, j'étais responsable de développement des couleurs. Et donc là, je suis vraiment devenue experte en fait en colorimétrie. Voilà, en fait, ça s'est fait avec le temps finalement. C'est un travail qui s'apprend vraiment avec le temps, avec la maîtrise de l'œil et du savoir-faire en fait entre les pigments, qu'est-ce qu'on mélange pas, quelle couleur ça va produire si on mélange ça avec ça. Et ouais, ça s'apprend vraiment avec le temps. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre était comme ça dans cette branche? Pas du tout. Pas du tout, vraiment rien à voir. Il y a toujours un peu l'artiste de la famille, bah là c'était moi, quoi. Toute seule, j'aimais peindre, j'ai toujours aimé faire des trucs comme ça. Mais... Et vous peignez encore aujourd'hui? Ouais, des fois. Quel genre de tableau par exemple? C'est plutôt abstrait, je sais pas. Ça dépend de mes humeurs, de mes inspirations. Mais... Quand il y a des taches par terre, des fois, j'aime bien les prendre en photo. Parce que souvent, ça fait un joli mélange finalement. Souvent, je fais ça. C'est un truc que j'aime bien faire. On voit l'œil de l'artiste. Ouais. C'est vrai que le sol, on dirait une palette de peintre ouais. En fait, un peu. Hein. Ou alors quand je prépare des sauces aussi, des fois le mélange pas mélangé encore est joli, tout ça, c'est vrai que j'aime bien. C'est un truc qui me plaît, ouais. On travaille dans une usine, donc atmosphère de production. Après, c'est difficile de tenir le rythme aussi de la production, de faire une qualité irréprochable avec un rythme de travail très soutenu. Après, dans l'équipe, on est quand même assez détendu. J'ai pas l'impression de leur mettre une pression. J'ai l'impression qu'on gère plutôt bien ça, l'ambiance est bonne. Et en tant que responsable, c'est quoi le plus difficile? De choisir en fait le moment où on arrête de faire des corrections. En fait, on a toujours tendance à vouloir être pile-poil. Donc 90% du temps, on est pile-poil. Mais des fois, il faut décider d'arrêter. En fait, il faut décider de dire, là, il faut quand même qu'on produise et on fait un poil moins bien. Ou alors, c'est impossible et du coup, on abandonne. Et ça repart aux étapes d'avant. Mais c'est vraiment ce moment-là. Mais c'est difficile parce que toutes les filles de mon équipe ont à peu près mon âge. Donc du coup, c'est... Enfin là, maintenant, j'ai fait une formation management. Normalement, je suis au top. C'est vraiment un métier, en fait, d'être responsable où j'avais pas forcément de notion de tout ça. Ça a été très nouveau, quoi. Pour travailler dans une mégisserie, vous pensez qu'il faut un état d'esprit particulier ou une sensibilité particulière? Il faut quand même avoir conscience que notre travail, c'est faire du beau. Il faut être minutieux, il faut avoir idée que ce qu'on fait, ça va être vendu très cher. Donc du coup, il faut avoir une notion de qualité absolue. Il faut avoir conscience de la matière, de se dire que ce qu'on fait, ça va être regardé, admiré. Enfin, travailler dans le beau, c'est aussi c'est faire un travail pour le plaisir finalement. C'est pas un travail qui est utile en soi, c'est pas utile d'avoir un sac, d'avoir un sac si cher. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, quoi. Vous soufflez sur les peaux pour enlever tous les petits défauts, en fait? C'est toutes les poussières, tous les points qu'il peut y avoir, les petits cheveux, des choses comme ça, pour que la peau soit vraiment impeccable le plus possible. Quelle rigueur! Voilà, c'est ça. Merci. Qu'est-ce que vous avez mélangé là comme produit? Un réticulant. Réticuler, ça veut dire créer des liaisons dans la fixation pour que ça soit plus résistant. Il y a certaines peintures qu'on peut faire chez soi, par exemple, où on est obligé d'ajouter un durcisseur. C'est ça en fait, c'est comme un durcisseur. Ça va vraiment permettre de résister plus dans le temps, d'apporter des propriétés beaucoup plus filmogènes en fait, de faire un film plus compact. Là, vous ajoutez les pigments. En fait, là, on travaille avec des colorants, c'est un peu différent que des pigments. Un colorant, c'est plus transparent. Ça va apporter une couleur en transparence.
alors qu'un pigment, ça va apporter une couleur dans le fond. Et donc là, on travaille sur le passage de la fixation. Donc on va travailler plus en transparence. Il y a un nombre impressionnant de colorants devant nous. Je lis fuchsia, havane, brun, vert, marine, bleu, noir, rouge, jaune, orange et le dernier, je ne sais pas, citron. On dirait vraiment un établi de peintre. Des claboussures partout sur le mur. À l'œil, j'ai l'impression que je suis un peu trop orange, du coup je vais encore rajouter du jaune. La question à 1 000 €, c'est quoi votre couleur préférée? C'est rose, c'est très girly. Après, en fait, il y a vraiment de jolies couleurs dans toutes les couleurs. Enfin, il y a des très jolis bleus, des très jolis verts, Ouais, dans toutes les couleurs, j'en ai une préférée en fait. Ça fait 3 ans que je travaille là. Le cadre autour est très beau. Enfin, c'est une entreprise où c'est assez familial quand même comme ambiance. On va beaucoup se tutoyer, on va connaître, discuter avec tout le monde. Donc c'est assez détendu. Donc c'est vrai que c'est quand même un plaisir de venir travailler, quoi. On ne vient pas du tout avec la contrainte de venir travailler là. Qu'est-ce qui vous donne particulièrement le sourire ici? Je pense que l'entente, ça fait quand même vraiment beaucoup pour la productivité. Parce que quand on s'entend bien, en fait, on ne voit pas le temps passer finalement. Et du coup, le travail se fait avec moins de difficultés, je pense. Et après, comme dans toutes les industries, j'imagine, il faut être dynamique, quoi, avoir envie d'y aller, être travailleur. Et en même temps, à côté de ça, c'est quand même un peu paradoxal, puisqu'il faut être très minutieux et regarder toutes les peaux, parce que toutes les peaux sont regardées une par les opératrices. Enfin, c'est vraiment un travail où il faut tout regarder, quoi. Et après, c'est aussi vraiment une fierté de voir pendant les défilés des couleurs qu'on a développées, tout ça. C'est vrai qu'on se dit, il y a des peaux qui sortent de chez nous, quoi, qui sont passées entre nos mains. En plus, le cuir, c'est une matière vivante. Donc, du coup, ça change tout le temps. On doit faire de l'industrie, puisqu'on doit tout le temps être répétable et sortir les mêmes couleurs, les mêmes qualités de peau, mais avec des peaux qui sont différentes à la base. C'est là que c'est un croisé entre l'artisanat et l'industrie, finalement. Du coup, on est sur un atelier avec 3 pigmenteuses. Ça veut dire une pigmenteuse, c'est composé de parties avec 2 pistolets à air comprimé qui sont reliés à de la sauce qui est là. Donc du coup, c'est là, dans ce mélange-là, où on va mettre tous les pigments qui vont faire en sorte que la couleur est bien. Et ensuite, cette grosse partie-là, c'est une partie sèche, donc ça va souffler de l'air à peu près à 60 degrés pour sécher les peaux. En fait, c'est comme si on appliquait une petite fine couche de peinture sur toutes les peaux. Les 2 pistolets sont reliés sur un bras qui va avancer d'abord en arrière en fait et faire un mouvement pour couvrir la totalité de la surface des peaux. Les peaux avancent sur un tapis. Ce qui est important de voir aussi du coup, c'est cette partie-là, c'est la cabine lumière. En fait, toutes les couleurs, on les regarde sous une lumière spécifique pour être sûr que tout le monde est la même. En fait, on ne compare pas les couleurs sous n'importe quelle lumière. Notre norme, c'est la lumière du jour. Mais ensuite, par exemple, dans les supermarchés, on va avoir une lumière qui est beaucoup plus jaune. Et on va avoir dans les maisons, par exemple, une lumière qui est un peu plus verte. Et du coup, notre but, c'est d'avoir la bonne couleur en lumière du jour. On est sûr que comme ça, tous nos clients vont pouvoir comparer la couleur à la bonne lumière. C'est difficile parce qu'il y a certaines couleurs qui vont être très bien sous une lumière et pas du tout bien sous une autre lumière. On appelle ça la métamérie. On est confronté à ce problème quand même assez... pas souvent, mais ça arrive quand même, quoi. C'est fou, je suis en train de me dire qu'il y a que la lumière peut avoir différentes couleurs. Oui, absolument. Ouais. Mais quand on regarde souvent dans les magasins, par exemple au rayon fruits et légumes, on va avoir une lumière qui a plus tendance à rendre les fruits appétissants qu'une lumière blanche. Enfin, en fait, dans les magasins, c'est souvent de la lumière jaune parce que ça rend plus chaleureux. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce métier? Quel serait votre message pour eux? Que l'expérience fait tout finalement. Donc du coup, on peut arriver là sans savoir. Pour être coloriste en tout cas, on peut arriver là sans savoir faire, en arrivant devant tous ces pigments, sans savoir quoi mélanger avec quoi. Et finalement, l'œil s'adapte vite finalement. Et quand on a envie et que l'œil est un peu est sensible, enfin, tout le monde ne peut pas devenir coloriste. Il faut quand même avoir une sensibilité dans l'œil de différencier les couleurs. C'est absolument nécessaire. Mais que ça s'apprend en fait. On peut pas du tout savoir quoi faire et finalement devenir très bon. Il faut de la patience, il faut essayer, il faut avoir l'envie d'essayer, quoi. Et le plaisir de mélanger des couleurs et de voir ce que ça donne, quoi.
Ce métier, pour moi, il est vraiment bien parce que justement, c'est de la science et en même temps, c'est de l'art, c'est de l'artisanat et en même temps, c'est de l'industrie. C'est quand même un mélange de plein de domaines. Et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, on a la matière et en même temps le rythme de production qui est soutenu. Donc ça veut dire qu'on court. Notre journée, elle est très rythmée. Enfin, des fois, on regarde l'heure et c'est déjà 1h de l'après-midi. Donc du coup, on relève la tête tard. Le temps file et en même temps, toutes les journées sont différentes. On change de couleur tous les jours, donc du coup, c'est pas monotone. Il se passe des problèmes, du coup, on les résout. Des fois, ça va très bien, du coup, on est content. Sur une journée, il peut se passer tellement de choses, c'est ça qui est bien. Pour exercer le métier de responsable d'atelier couleur, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.